Le comptoir, hors série. Spécial champagne. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du comptoir hors série spécial champagne. Aujourd'hui, Charles, on a rendez-vous avec Michel Drapier de la maison éponyme, qu'on retrouve régulièrement dans les sélections sur Coca. Avant d'aller à sa rencontre, est-ce que tu peux rapidement présenter la maison et puis nous dire un petit peu pourquoi c'est une maison qui te tient à cœur et que tu voulais qu'on rencontre? Écoute, la maison Drapier fait partie des institutions champenoises les plus respectées et ça ne date pas d'hier, puisque le Drapier 100% Pinot Noir avait déjà séduit le général Charles de Gaulle en 1965. Une cuvée porte son nom aujourd'hui d'ailleurs. Drapier, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit quand je pense à maison champenoise. La maison est créée en 1808 à Urville, est située au sud de Reims et gérée par la 8e génération qui cultive ce vignoble en culture biologique, pour notre plus grand plaisir. Bonjour Michel et merci d'être avec nous. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes un petit peu rapidement et puis que tu présentes ton domaine, s'il te plaît. Alors, Michel Drapier, le gamin, parce que j'ai toujours mon père de 98 ans qui est là tous les jours, mais je suis grand-père quand même, père et grand-père de 3 enfants et 5 petits-enfants. J'ai un peu tout fait ici, vinification, vigne, cave, commercialisation depuis 1979, qui a été ma première vendange en tant que vinification. Okay. Et 74 74 74, exactement. Qui était ma première vendange en tant que vendangeur. Voilà. Super. Et alors, Drapier, on est situé sur une région de la Champagne qui s'appelle la Côte des Bars. Est-ce que tu peux nous la présenter aussi un petit peu pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas bien la Champagne? Voilà, on aimerait un petit peu préciser en quoi consiste cette Côte des Bars. On est dans le sud de la Champagne, une région très ancienne que Bernard de Clairvaux a plantée de pinot noir au XIIe siècle. Donc une grande tradition viticole, mais on représente 20 à 25% de la totalité de la Champagne. On est à 100 km du vignoble de la Marne à peu près, un petit peu excentré. Et la caractéristique, c'est beaucoup de pinot noir. Le sol, c'est du Jurassique chiméridien supérieur, identique à celui de Chablis. Mm-hmm. Donc on a une combinaison de cépages bourguignons de la Côte de Nuits, un sol très minéral chablisien et un climat champenois un petit peu plus frais et un petit peu plus en altitude peut-être que la montagne de Reims, mais plus au sud. Donc globalement, les moyennes thermiques et le climat est identique avec des petites nuances. Dû à la géologie, du coup, voilà. La topographie. Voilà. Et donc, sur les sols, justement, est-ce que tu peux juste nous repréciser un petit peu? D'habitude, on a plutôt des sols de craie en Champagne, et c'est pas le cas de la Côte des Bars, du coup. Voilà. Alors, il y a de la craie dans l'Aube à Montgueux, à côté de Troyes. Une grande partie de l'Aube est en craie, mais le vignoble de la Côte des Bars est vraiment sur du calcaire, jurassique chiméridien, argilo-calcaire, beaucoup d'argile, des sols assez pauvres, qui font des vins très expressifs, très vineux, avec beaucoup de minéralité, de fraîcheur, presque iodé parfois, parce que c'était des fonds marins, et des rendements assez faibles, beaucoup de concentration, voilà. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la plupart des grandes maisons de Champagne se sont installées plutôt au nord de la Champagne et pourquoi finalement la Côte des Bars est un petit peu moins connue? Alors, ce vignoble ici était très connu, très riche au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. La grande tradition viticole, elle vient vraiment d'ici. Il y avait beaucoup plus de vignes, avant le phylloxéra d'ailleurs, dans la Côte des Bars et dans l'Aube que dans la Marne. Mais bon, c'est toujours un hasard historique. La montagne de Reims s'est trouvée à côté de la ville de Reims, qui est une ville royale. C'est-à-dire que la capitale de la Champagne, c'était Troyes. Donc c'était chez nous. Parce que les comtes de Champagne vivaient plutôt dans l'Aube et la richesse était là. Mais là, on est au XII, XIII, XIVe, XVe siècle. Et Reims était une ville royale, c'est-à-dire qu'elle dépendait de Paris et les rois de France ont été sacrés à Reims. Donc c'était un peu une ville un petit peu administrative, un peu à l'écart. Bref, au XIXe siècle, parce que c'est surtout là que ça se passe, il y a un dynamisme économique
avec beaucoup d'Alsaciens, d'Autrichiens, d'Allemands, fait que la moitié des noms des maisons de champagne sont des Taitinger, Bollinger, Krug, Mumm, Heidsieck, et qui se sont francisés, et donc qui ont créé ces grandes marques de négoce champenois, et ils sont allés chercher le raisin sur place, et on a planté plus dans cette région parce que le besoin était là, par rapport à notre région qui était un petit peu excentrée. Voilà. Okay. C'est une région économique. Ouais. Voilà. Ok, ouais, je comprends bien. Après, j'avais une question. C'est vrai que c'est la maison, en tant que dégustateur, qu'amateur de vin, la maison Drapier, c'est un petit peu une référence, un gage de qualité qui, finalement, sur des cuvées d'assemblage, maîtrise l'art de l'assemblage. Et j'aimerais un peu comprendre, alors bien sûr vous faites aussi des millésimés, mais j'aimerais un peu comprendre quel est finalement le secret de Drapier. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que j'ouvre une bouteille de Drapier, j'ai ce même plaisir à la dégustation? Alors le secret, je ne vais pas le donner. Si, mais il n'y a pas vraiment de secret. Je pense que ça tient à notre famille. C'est une maison indépendante. Mon père est toujours là, il déguste encore tous les jours. Mes enfants baignent dans le champagne depuis qu'ils sont tout petits. Donc je pense qu'on fait des champagnes qui nous ressemblent. C'est un peu égoïste en fait. On fait des vins qu'on aime boire et qui sont issus de ce terroir particulier, extrêmement calcaire. On n'aime pas le soufre. On est intolérant au soufre dans la famille, donc on fait des vins peu sulfités, peu d'intervention, donc ils ont un style assez vigneron, et on maintient ce style. Donc voilà, on est fidèle à ça, ça vient de nos vignes, de nos sols et de notre façon dont on assemble les vins. Après, on fait des vins de terroir aussi, des vins qui sont très peu assemblés, comme le Tromenfaux, comme des cuvées qui sont vraiment des parcellaires. Et puis, quand on est sur des vins qui sont produits à plus grand volume et qui sont la référence de la maison, comme le Brut Nature, par exemple, ou le Carte d'Or, ou même le millésime Exception, qui est assemblé sur un certain nombre de villages, on le fait comme on aime les boire, comme on aime les vinifier. Tout est vinifié chez nous. Et on respecte ce style. Voilà. Alors, une référence, je ne sais pas si on est vraiment une référence, il y en a plein de références, il y a plein de vignerons qui font des super vins, mais voilà, je pense qu'on est fidèle à ce style, et c'est plutôt nos clients qui sont venus à notre rencontre finalement, et qui ont aimé ce genre de vin. Alors, quand on n'aime pas, tout le monde n'aime pas forcément ce qu'on fait, mais là, il y a 5000 vignerons, il y a plusieurs centaines de marques, donc là, ils ont le choix. Mais ceux qui ont adopté un petit peu le style de vin qu'on fait chez nous, c'est vrai qu'ils deviennent fidèles. Ils aiment ce côté nature, vineux, digeste, peu dosé, très très peu dosé, parce qu'on ne veut pas maquiller nos vins. Et c'est vrai que depuis 30-40 ans, on a plutôt essayé de montrer ce que notre village était capable de faire, ce qu'on aimait, et voilà, on a une fidélité des consommateurs autour de ce concept-là. C'est plutôt ça l'idée. Hyper intéressant. On reviendra un petit peu après sur le sans soufre, mais d'abord, j'avais aussi une autre question concernant la certification carbone neutre. J'ai lu que vous l'aviez obtenue en 2016. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Oui, mais c'est bien de dire vous, parce que c'est vous le domaine, oui. Exactement, parce que moi, maintenant, je ne suis pas tout seul, donc on se tutoie, c'est super sympa, mais finalement, on est une famille avec mes 3 enfants qui travaillent là, papa, et donc nous tous, donc vous les drapiers, on a obtenu ce statut de carbone neutre en 2015, et observé avec EcoAct en janvier 2016, mais ça faisait déjà 20 ans qu'on travaillait dessus. Alors là, par contre, c'était moi tout seul, c'est vrai. J'avoue qu'en 2005, 2006, 2008, 2009, j'étais tout seul contre tous. L'administration ne voulait pas, mon père, pas question évidemment, parce que c'est une autre époque. L'architecte pour construire des bâtiments éco-conçus avec des photovoltaïques dessus, là, j'étais vraiment tout seul de chez tout seul.
Et finalement, je suis très content parce que 10 ans après, donc dans les années 20, voilà, aujourd'hui, on assume, on rentabilise même ce statut, on économise énormément d'énergie, on fait du solaire à 75%. Et Hugo, là, et Charline et Antoine, les enfants, ont prévu d'être à plus de 100% en électricité solaire en 2026. Donc, ça fait belle lurette qu'on a évacué nos cuves de pétrole, d'huile, de carburant. Aujourd'hui, on a juste un petit peu de carburant agricole, du GNR, et puis du green diesel, du biodiesel, etc., pour les anciens véhicules, parce que on ne veut pas jeter tous nos véhicules pour faire de l'électrique. Tous nos nouveaux véhicules sont électriques, mais le vieux parc tourne encore avec des moteurs thermiques, avec du carburant agricole. Donc, et on continue à économiser avec une bouteille qui utilise 80% de verre recyclé, les poubelles, enfin tout est recyclé, etc. Donc on est vraiment, et on continue à avancer dans cette direction. Super. Trop bien. Super, super. Alors, puisqu'on parle de carbone neutre, on peut aussi parler de viticulture bio. On sait que c'est aussi un gros point pour vous. Est-ce que, à quel point c'est un challenge finalement dans une région viticole plus traditionnelle et peut-être un petit peu en retard sur la bio? Comment vous êtes différencié? Comment vous avez géré cette conversion au bio? Comment est-ce que tu le vis en fait, ce bio en Champagne? Alors c'est vrai que c'est plus difficile d'être bio en Champagne que dans le Languedoc, parce qu'en Provence il y a du soleil, etc. Ouais. On est dans la région la plus difficile. Enfin, le Bordelais et la Loire, je dirais la Loire océanique, ce sont les régions les plus difficiles. Est-ce que tu peux juste expliquer un tout petit peu pourquoi c'est des régions difficiles pour les auditeurs qui on a un climat plus humide. Ouais. En fait, l'Alsace, c'est plus facile parce que les Vosges font une barrière pour les précipitations. Oui, tout à fait. Il fait plus sec en Alsace qu'en Champagne, même si on a la même latitude. Donc, on a plus de précipitations. On a maintenant des hivers doux, on a même des printemps doux et des étés où on peut avoir des perturbations. Donc, et puis, on a des cépages fragiles. Le Pinot Noir est un super cépage, mais il est plus fragile à l'humidité. Donc, la Champagne est peut-être un peu en retard, quoique, si on compare à la Bourgogne, à la vallée de la Loire et au Chablisien, on n'est pas trop mal, on avance tous les ans. Alors nous, on a fait le choix, parce que nous, on ne fait pas les choses à moitié. Carbone neutre, allez, on y va. On a la neutralité carbone. Il y a que 2 maisons en France qui l'ont, une à Bordeaux, Smith Solafite, et nous en Champagne. Après, il y a beaucoup de gens qui veulent l'être dans 2025, 30, 50, mais nous, on y est déjà depuis longtemps. Et on ne pouvait pas être carbone neutre en disant, ben oui, mais pour le reste, on va peut-être mettre un petit peu de produits de synthèse quand on en a envie. Puis non, il faut être cohérent. On fait des brutes nature, on fait des vins avec des vinifications très nature. C'était logique qu'on ait ce label. Donc on l'a. C'est pas facile cette année. Cette année, je pense que le climat va nous faire perdre déjà le gel 40% et les maladies vont nous faire perdre 20 à 25% de notre récolte. Mais on a un joli potentiel, on a un beau vignoble avec des raisins joufflus, on a de la réserve en cave, on a des vins sur latte, on a des vins en cuve, on a des réserves perpétuelles, on peut tenir. Alors si c'est tous les ans comme ça, où on perd la moitié de notre récolte, ça sera difficile. Pour l'instant, on tient bon. Et donc c'était une façon d'être cohérent. Ouais. On y est jusqu'au bout, donc on est bio, certifié bio. Super. Ah, merci. Et donc, du coup, ça nous permet de rebondir sur la question du sans-soufre. Enfin, moi, personnellement, et puis je pense aussi pas mal de consommateurs vous ont aussi connu pour cette cuvée brute nature sans soufre. Je me demandais un petit peu, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit non plus hyper régulièrement. Est-ce que c'est difficile de faire du champagne sans soufre ? Oui, alors on a été les premiers, là je le revendique, à faire du champagne sans soufre en 2001-2002. Plusieurs vinifications, des échecs, parce que l'oxydation, parce que, encore une fois, c'est 100% Pinot Noir. Donc là, c'est un cépage qui est magnifique, mais qui est quand même fragile. Et puis, quand on fait du sans soufre, il y a une chose qui nous aide en Champagne, c'est les bulles. C'est vrai que c'est plus facile de faire un vin sans soufre
avec une saturation de CO2, qui est la fermentation naturelle qui va protéger le vin, qu'un vin tranquille. Mais ça a été quand même compliqué. En 2007, c'est le premier succès où là, on décide, je décide à l'époque, de vendre un vin sans soufre. Et depuis, eh bien, on n'a pas arrêté de faire un brut sans soufre. Et ça marche plutôt bien. Alors, de temps en temps, il y a une cuvée qui est un petit peu plus, avec des notes un petit peu plus d'évolution. Mais franchement, ça tient la route. On le vend en Nouvelle-Calédonie, on le vend en Nouvelle-Zélande. On le vend dans les pays chauds, en France évidemment énormément. Et la clientèle nous suit. Et là, c'est le vin absolu, quoi. C'est-à-dire que c'est le champagne sur ce sol jurassique, fermenté, prise de mousse, non dosé, sans sucre, non sulfité. En fait, c'est du raisin et des fines bulles. Et je touche du bois, là. Là, il y a du bois. Ouais, on a une bonne table en bois. Ça marche. Ok, ça marche. On touche du bois aussi, alors. Et puis, justement, tu viens d'évoquer la prise de mousse et ces petits épisodes de podcast là, qu'on enregistre en Champagne. On aimerait à chaque fois terminer avec une définition un petit peu d'un terme un peu technique pour nos auditeurs et nos auditrices qui connaissent pas bien, de nouveau, le champagne. Qu'est-ce que ça veut dire, la prise de mousse ? Alors la prise de mousse, c'est la fermentation dans la bouteille. Toutes les bulles, c'est la même chose pour la bière, sauf que la bière, ça se fait dans une énorme cuve iso-bar, et puis on met en bouteille sous pression, quoiqu'il y a quelques bières qui sont fermentées avec du dépôt. Mais c'est la magie du champagne, c'est que chaque bouteille, c'est comme un petit tonneau. Il y a une micro-vinification à chaque bouteille. Ça, c'est la magie du champagne que certains mousseux ne peuvent pas faire parce qu'ils fermentent dans des tanks. Et donc, fermentation dans la bouteille, c'est-à-dire qu'il y a 25 grammes de sucre que l'on met, qu'on ajoute. Alors chez nous, c'est du sucre bio, évidemment. On a les levures qui sont des levures drapier, puisque maintenant on a notre propre levure qui s'appelle DFM, Drapier Fermentum Meum. Okay. On l'a déposée. Cette levure transforme le sucre avec un peu d'alcool et surtout en bulles. Vous savez combien il y a de bulles dans une bouteille de champagne ? Allez, je vous laisse le dire. Charles, tu sais pas. En Suisse, il y a combien d'habitants en Suisse ? Entre 8 et 9. 9 millions. Ouais. Donc, c'est un bon verre de champagne. Parce que c'est environ 60 millions de bulles dans une bouteille de 75 centilitres. C'est la population française, à peu près. C'est ça. Incroyable. Donc, toutes ces bulles sont nées de cette fermentation qui transforme le sucre en gaz carbonique. Alors, on ne le voit pas parce que ça fermente dans le silence. Et quand on débouche la bouteille, quand on égorge, quand on enlève le dépôt, quand on dégorge, là, il y a une expression de bulle. Et quand on la rebouche, après dégorgement, on a environ 50 millions de bulles dans la bouteille qui ont été saisies par cette fermentation. Donc, prise de mousse, ça veut dire que le vin prend mousse et devient effervescent. C'est le petit moment magique où les bulles commencent à se former. Exactement. Super. Une jolie définition pour terminer cette interview. Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté de parler à notre micro, notre invitation, et puis de nous avoir reçus aussi. Merci à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les suivants, vous pouvez vous abonner aux notifications podcast et live dans l'app Coca ou encore vous abonner à nos chaînes YouTube et Spotify. Merci Michel, merci Charles. Merci Manon, merci à bientôt. Charles, à bientôt.